La fête de la musique, il y a un moment important pour nous. Tous les ans, nous pouvons célébrer. Là, cette année-ci, il est bien important parce que nous sommes fermés 2 ans à cause de restrictions. Là, nous pouvons réouvrir. Donc, nous reprenons l'habitude qui nous tient. C'est-à-dire, nous invitons du monde ce jour-là, une visite conservatoire et une découverte de toute qualité de la musique. Donc, nous recevons tout petits, petits enfants, l'école maternelle, pré-primaire. Nous recevons des adolescents qui viennent. Nous recevons aussi des senior citizens qui viennent visiter. Donc, nous offrons l'occasion de découvrir l'instrument, comment ça a fonctionné, qui sont les faire. Et là, le professeur fait démonstration, jouer la musique pour eux. Nous faisons aussi découvrir un musée, le musée du patrimoine. Ça veut dire qui nous l'histoire de la musique, quand la musique là vient, comment la musique là est enrichie au fil des siècles, au fil des années. Tout le monde qui vient amène chacun sur la musique. Donc c'est vraiment une fête autour de la musique et tous les aspects de la musique. Donc je pense qu'il y a un moment important, nous arrêter, nous réfléchir comment la musique il y a une place extrêmement importante dans la vie. Et ces réactions qui nous gagnent avec tous les enfants, adolescents et seniors. Vous êtes content, vous écoutez cet instrument-là, vous êtes senti, vous passez un bon moment. Donc c'est un petit peu ça le but, c'est ouvrir les portes, faire comprendre qui nous peut faire et faire comprendre aussi la richesse de notre patrimoine musical. Je vous demande de souhaiter la bienvenue à Eric qui va vous présenter plusieurs instruments à cordes. Voilà, vous êtes en de bonnes mains en tout cas. Merci. Au départ, c'était un instrument plutôt rythmique, prêt à l'accompagnement plus qu'autre chose. Et je vais commencer par jouer un petit morceau hawaïen pour vous montrer comment ça se joue à l'époque. Le premier morceau s'appelle Maui Chimes, des cloches du Maui, un petit village d'Hawaï. Pour montrer comment ça se jouait. Et après, merci beaucoup, on s'est rendu compte que l'instrument, c'est pas plus un accompagnement. Donc c'était pour des morceaux, des churros, par exemple, d'Amérique latine, où on pouvait jouer avec les deux doigts, pouce et index, lentement, c'est comme ça. Vite, c'est comme ça. Et puis l'instrument a commencé à entrer dans les mœurs américaines. On a commencé à faire des morceaux plus élaborés. On essayait de jouer la mélodie, c'est-à-dire la mélodie en même temps avec les accords. Ça donne un truc comme ça. Assez court, je vous montre un petit peu. Merci, merci. Et puis, après, on s'est rendu compte, je vais voir un petit peu si c'est toujours parce qu'il fait chaud. Et on s'est rendu compte que le morceau se prête, l'instrument, plus que la guitare, se prêtait à le style chord mélodie. C'est-à-dire qu'on pouvait jouer la mélodie, les accords incorporés dedans, faire en sorte qu'on puisse jouer comme un instrument solo. Simplement, c'est ce que ça fait. Ça veut dire que je vais jouer un morceau simple avant, et puis je vais jouer un morceau un peu plus élaboré pour vous montrer comment il faut peut-être faire avec, parce que l'instrument est très court.
ça a une tessiture réduite de une octave et 3 cordes, pas plus que ça. C'est comme les 2 cordes d'une guitare. Même pas les 2 cordes. La deuxième, je vous donne un si. Moi, ça, c'est un 2. Donc, c'est vous dire que c'est une partie d'une guitare. Et je joue un petit morceau, juste pour montrer comment ça se joue simplement. Disons simplement, c'est comme ça. C'est un morceau simple. Plus élaboré, un peu plus compliqué, c'est sera, par exemple, Moonlight Serenade. Merci, merci. Et plus élaboré encore, un morceau où la mélodie n'est pas dans les accords. Donc il faut mettre des renversements un peu plus spéciaux, si vous voulez, pour pouvoir entendre la mélodie et les accords. Par exemple, c'est un petit morceau un peu plus élaboré. Et maintenant, peut-être il y a tellement de morceaux à jouer. Dans les accompagnements, il y a des humeurs, ce qu'on appelle les moods. Il y a, par exemple, mood majeur, bien gai, mineur, triste. Par exemple, après la mélodie fait. Ça, c'est la mélodie, mais l'accord fait mineur 7. Donc, on fait. Là. On a le sol en haut, parce que ça nous aide. Parce qu'une guitare, si vous avez le sol, par exemple, ça aussi pareil. Si on fait un truc comme. On a le fait. C'est différent. L'instrument est différent, et vu différemment. Parce que quand on fait ça. Si je comprends bien, oui. L'origine c'est le sol aigu. Sol aigu. C'est ça la particularité. Et parce que l'instrument est court, là, c'est quand on joue, si je fais deux et si ensemble, on ne peut pas faire ensemble, soit l'un soit l'autre pour une guitare, mais pour un ukulélé, ça peut être ça. Etc. Donc, je vais vous présenter un instrument que vous connaissez bien, la guitare classique, donc aussi appelée guitare à 6 cordes. Donc, son ancêtre, c'est la guitare baroque. Et au départ, l'instrument avait au fait des cordes doublées. Donc, on peut dire techniquement, ça avait 12 cordes. Et c'est dans les alentours de 1830-40 qu'on a commencé à enlever la corde doublée pour mettre des cordes simples. Et à l'époque, l'instrument était beaucoup plus petit. Il y avait moins de cases, tout était miniature. Et c'est en 1880-1870 que Antonio de Torres, un luthier espagnol, a donné à la guitare sa forme définitive. C'est pour ça qu'on associe souvent la guitare avec l'Espagne. Donc c'est un instrument qui se compose, qui est construit en bois. Avec comme partie principale, on a la table d'harmonie, qui est très important pour donner le thème de l'instrument. On a le chevalet pour attacher les cordes, on a le manche, on a les casiers qui nous donnent les différentes notes.
on a la tête, on a la tête et on a les clés d'accordage pour accorder l'instrument. Donc, sans plus tarder, je vais vous jouer quelques morceaux. Donc, c'est un instrument qui peut être utilisé pour l'accompagnement. À l'époque, d'ailleurs, c'était un instrument d'accompagnement. Surtout parce que, vu que l'instrument était petit, ça n'avait pas beaucoup de volume. Donc, du coup, on l'utilisait surtout pour l'accompagnement, mais avec les évolutions technologiques, donc la guitare a maintenant assez de volume pour être utilisée comme un instrument solo. Donc, les pièces que je vais vous jouer sont des pièces solo. Donc, je vais commencer par une valse. Si vous reconnaissez, c'était le Nokia Tune à l'époque, la sonnerie la plus célèbre. Donc la guitare électrique est une évolution de la guitare, justement la guitare à 6 cordes, la guitare classique. Et à un moment, on a eu besoin que l'instrument soit amplifié parce que les musiciens jouaient de plus en plus dans des grandes salles, on avait besoin d'entendre l'instrument. Et à côté des percussions, d'une batterie, même d'un piano, souvent on n'entendait pas la guitare. Et à travers l'évolution, donc on a commencé à développer des micros qu'on a installés. Au départ, c'était dans des guitares acoustiques, comme vous le voyez là, pour amplifier. Mais le problème, souvent, c'est qu'on avait des bruits, des losses, des sifflements. Donc, au final, on a enlevé le coffre de l'instrument. On a tout enlevé pour qu'il n'y ait plus de losses. Et c'est ça, au final, qui nous a donné la guitare électrique. Donc, elle est différente en quelque sorte de la guitare acoustique, dans le sens qu'il n'y a pas de coffre. Donc, si je joue sans l'amplification, je n'ai pas de son du tout. Après, il y a des différents micros qui nous donnent différentes sonorités. Et on a le chevalet qui est légèrement différent aussi. Donc, c'est pas un chevalet fixe. Enfin, je vais vous montrer après. Et voilà, je vais vous jouer une petite pièce. Je dois aller faire la percussion. Bonjour les enfants, ça va? Alors, on va commencer par le violon. Ça, c'est le violon. C'est le plus petit des instruments à cordes. Donc, vous avez le violon. Ça, c'est le plus grand. C'est le contrebasse. La contrebasse. Oui. Après, on va vous montrer les autres. Donc, ça, c'est le violon, l'instrument petit et le plus aigu des autres instruments à cordes. Combien de cordes il y a sur le violon? 4 cordes. Et chaque corde, ça a un. Donc, ça, c'est la corde de sol. Ça, c'est la troisième corde, c'est la corde de ré. La deuxième corde, c'est la corde de la. Et la première corde, c'est la corde de mi. Quelle est la corde la plus aiguë? Mi. Et la plus grave? Sol.
Ça, c'est la corde la plus grave. Pareil comme votre corps, vous avez plusieurs parties, non? Vous avez les yeux, vous avez les oreilles, les instruments aussi pareil. Est-ce que vous connaissez quelques parties du violon? On a vu les... ça, c'est une partie. Après, qu'est-ce que vous connaissez encore? Comment? Pic. On reste sur le violon. Alors, vous avez ça, on appelle ça la mentonnière. Pourquoi? Parce qu'on va mettre notre menton dessus. Bien, bon. C'est pour ça qu'on appelle ça mentonnière. Dans le nom maintenant, on a menton. Good. Après, vous avez le 2. Exactement. Puis devant, on a la table. Et après, qu'est-ce que vous avez remarqué dans la table? Il y a quoi? Il y a des 2 ouvertures. On appelle ça les ouïes. Pourquoi on a des ouvertures, hein? Pourquoi je laisse la porte ouverte? Pour que le son sorte. Si c'était fermé, ça allait être étouffé. On n'allait pas entendre le son sortir. OK? Donc, on a les cordes, la table, la mentonnière, les ouïes. Et ça, cette partie noire-là, on appelle ça la touche. Pourquoi? Parce que quand je vais jouer, je vais mettre mes doigts sur la touche. Donc, je fais une action de toucher les cordes pour que je puisse jouer. OK? Donc, après, vous avez la volute et vous avez les clés pour accorder le violon. Après, vous avez aussi le cheval. Pourquoi? Ça va tenir les cordes. S'il n'y avait pas ça, les cordes allaient être tout plat et ça n'allait pas faire de son. Ça donne du volume qu'on puisse avoir le son. OK? Maintenant, est-ce que je peux jouer le violon comme ça? Sans rien? Non. Oui, je peux avec les doigts. Je peux jouer avec les doigts. Mais il y a aussi un hochet. Bien bon. Un jour, tu as joué au violon? Oui. Alors, pareil, il y a plusieurs parties sur le hochet. Vous avez la baguette, la hausse, cette partie noire-là. Après, vous avez... Ça vous fait penser à quoi, ça? Les cheveux. Mais ça sort des cheveux. Ce sont des écrins de cheveux. Ça sort des cheveux, OK? Et on va se servir de ça pour frotter les cordes pour avoir le son sur le violon. Est-ce que, si je joue comme ça là, est-ce que j'ai un son sur le violon? Non, il n'y a pas. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois serrer les cordes. Je vais tourner, jusqu'à ce que ça soit ready. Oui. Jusqu'à ce que ça soit comme ça. OK? Et aussi, nous avons la résine qu'on passe sur le violon, sur l'hochet, excuse-moi, pour que ça fasse le son. S'il n'y avait pas de la résine, ça n'avait pas fait de son. OK? Donc, je vais jouer sur les cordes maintenant. OK? Donc, ça c'est la corde de sol. Après, ré. La. Et mi. On peut faire plusieurs. Et mi, bien sûr. Et là, je vais jouer une gamme. Ça c'est la gamme de la. Oui, c'est ça qu'on appelle une gamme. Super. Et là, je vais vous jouer. Et là, je vais vous jouer une chanson. Vous devez deviner c'est quoi la chanson. OK?
chanson. Comme pour le violon et l'alto, vous avez les 4 cordes, le son le plus grave. Donc le chevalet, qui va permettre d'atteindre les 4 cordes de la même façon. Vous avez le cordier, donc les cordes viennent s'attacher ici. Donc bien sûr, on a 4 chevilles pour pouvoir corder chaque corde individuellement. Et bien sûr, ce qui est plus important, c'est un archet pour pouvoir produire le son. D'accord ? Alors l'archet, en fait, il est fait de quoi ? Donc c'est une baguette de bois. Vous avez cette partie noire qui est fait normalement, enfin le meilleur bois pour faire cette partie, c'est le bois d'ébène. Donc les archetiers, ce sont des fabricants d'archers. Donc en général, ils recherchent l'ébène de Maurice, mais c'est protégé, donc ils ne peuvent pas avoir, bien sûr. Donc à ce moment-là, ils vont se tourner vers d'autres bois, d'autres matières pour fabriquer. Et maintenant, de nos jours, on a aussi des archers qui sont faits en carbone, donc beaucoup plus légers que les archers en bois. Donc une baguette de bois, et ici j'ai une mèche qui est tendue. Alors cette mèche, elle est faite en crin de cheval, la queue du cheval, comme les cheveux. Donc on coupe, on va traiter bien sûr, et donc après ça va être tendu dessus. Et bien sûr, pour qu'on puisse avoir un son, il faut passer de la résine sur la mèche pour que ça fasse un son. Alors le son le plus grave, donc c'est ça. Donc ça c'est les 4 cordes. Donc qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut jouer des choses comme ça. On peut jouer des gammes. On peut pincer les cordes. On peut jouer avec d'autres instruments aussi. Par exemple, on peut faire des petites mélodies, on peut accompagner. Par exemple, il y a un morceau peut-être que vous connaissez, le canon de Pachelbel. Souvent, c'est joué. Donc, le violoncelle n'a pas grand-chose à faire, on va dire, puisqu'il a cette partie-là. Et après, il y a le violon qui joue, etc. Je vous montrer le grand-père de la famille. Donc, voilà. Donc, la contrebasse. Oui, c'est effectivement plus grand que moi. Donc vous avez les 4 chevilles pour pouvoir accorder. Okay. La volute, bien sûr. Il y a les ouïes. Donc vous avez aussi un cordier où les cordes vont s'attacher. Vous avez le chevalet. L'archet de la contrebasse est un petit peu différent. Il est comme ça. Donc beaucoup plus gros. Ça c'est l'archet du violoncelle, celui-là. Ça c'est l'archet de la contrebasse. Et donc l'archet de l'alto qui est de la même longueur que l'archet du violon. Donc lorsqu'on compare, on voit tout de suite que plus que l'instrument est gros, plus que l'archet est plus court en fait. Voilà, le bois devient plus épais. Pourquoi ? Parce que les cordes sont beaucoup plus épaisses, donc il y a beaucoup plus de tension dans les cordes. Okay ? Donc pour pouvoir soutenir ces tensions-là, il faut que le bois soit beaucoup plus épais, tout simplement. Donc voilà donc l'archet de l'alto, qui est pareil comme l'archet du violon, l'archet du violoncelle et l'archet de la contrebasse. D'accord ? Donc plus que l'instrument devient gros, plus que l'archet se raccourcit et le bois devient plus épais. Alors, le son de la contrebasse, le son le plus grave, c'est ça.
je ne vais pas fatiguer vos oreilles plus que ça, parce que je ne suis pas contrebassiste. La corde aiguë, c'est ça. Et on peut faire des sons plus aigus aussi. Donc les 4 cordes, bien sûr, forcément, plus que la corde va être longue, plus que le son va être plus grave. Plus que la corde est courte, plus que le son va être aigu. Okay? Donc c'est pour ça que l'instrument va faire un son beaucoup plus grave que le violon. Et de même que le violoncelle aura un son un petit peu moins grave que la contrebasse, mais ce sera plus grave que le violon ou l'alto. D'accord? Donc ça, c'était pour les cordes frottées. Vous connaissez cet instrument? Le piano. Le piano. Instrument à cordes frappées. Alors comment ça fonctionne? Tout simplement, lorsqu'on appuie une touche, on a un marteau de l'autre côté qui se lève et qui frappe la corde. Alors, comme l'instrument il couvre une grande étendue, il couvre pratiquement tous les instruments de l'orchestre à lui tout seul. Donc, le son le plus grave que vous allez entendre sur un piano, c'est ça. Et le son le plus aigu, ce sera... Pour les notes graves, on aura une seule corde. Chaque note sera faite par une corde. Pour certaines notes du médium, okay, par exemple ici, jusque-là à peu près, on aura 2 cordes qui vont faire une note. Okay? Pourquoi? Parce que les cordes graves vont faire beaucoup plus de bruit. Donc du coup, on va devoir mettre 2 cordes pour pouvoir équilibrer le son. Et pour les cordes aiguës, comme ça, on aura 3 cordes. Alors le piano, qu'est-ce qu'il peut faire? Bien sûr, il peut jouer des mélodies, il peut jouer des morceaux tout simples, il peut jouer des morceaux un petit peu plus compliqués, il peut jouer avec d'autres musiciens, il peut accompagner des musiciens, il peut accompagner des chanteurs, il peut remplacer un orchestre à lui tout seul parfois. Donc vous pouvez entendre des choses comme ça. Déjà là, vous avez la trompette, le cor et le tuba. Ça, c'est quelques instruments de la famille des cuivres. C'est une assez grande famille avec différents types de trompettes, par exemple, différents types de corps. Et pareil pour le tuba. On a le tuba et le sousaphone, etc. C'est une assez grande famille. Mais pour résumer, en fait, on a toujours tendance à croire que, par exemple, tout ce qui est cuivre, trompette, etc., il faut juste souffler pour produire un son. Par exemple, si je prends l'embouchure, c'est ce qu'on appelle l'embouchure, c'est grâce à ça qu'on produit le son. On a tendance à croire qu'il faut que prendre l'embouchure pour produire le son. Alors que c'est totalement différent, c'est pas l'opposé, mais c'est bien différent de ce qu'on pense. Pour produire un son dans ces instruments, dans les cuivres, généralement, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut pincer les lèvres et produire un buzz, comme on dit, un buzz. Donc, au lieu de, pour produire le son, c'est ça qu'on fait pour pouvoir produire le son. Parce que par exemple, si je mets l'embouchure dans l'instrument et que je souffle, vous n'avez rien. Alors que si je parle du principe de buzz, c'est grâce à ça qu'on arrive à produire des notes. Et maintenant, même les notes aussi, beaucoup de personnes croient que c'est les pistons qui nous permettent de changer de notes, par exemple de passer Do, Ré, Mi, Fa, Sol.
Alors que c'est pas forcément ça. Pour nous, les cuivres, en principe, pour changer de note, c'est principalement les lèvres. C'est les lèvres et les pistons nous aident justement à produire le son. Parce que quand on produit le buzz, par exemple, vous allez voir, vu que l'instrument est plus gros, la longueur des tuyaux est plus grosse aussi. Donc, la trompette, par exemple, si vous comparez avec le corps ou avec le tuba, vous allez voir que la longueur des tuyaux est beaucoup plus courte. Donc, du coup, vu que c'est beaucoup plus court, ça nous permet de faire un son beaucoup plus aigu. Par exemple, les notes aiguës que j'aurai sur la trompette, je ne les aurai pas sur le tuba, par exemple. Et là où les pistons rentrent en jeu, c'est par exemple pour varier la longueur des tuyaux. Avant, au XVIe siècle, à monter, il n'y avait pas tout ce qui s'appelle piston, etc. C'était qu'un bout de tuyau. Un bout de tuyau avec le pavillon. C'est ce qu'on appelle le pavillon, c'est de là que sort le son. Et à cette époque, en fait, on pouvait jouer, par exemple, si un morceau était dans une tonalité spécifique, il y avait une trompette spécifique pour ce morceau, pour cette tonalité, pour une autre tonalité, une autre trompette. Alors qu'avec les pistons, ça nous permet de varier la longueur des tuyaux. Par exemple, quand je souffle là, si je n'appuie pas sur un piston, l'air passe par l'embouchure, circule dans l'instrument, fait le tour et ressort par le pavillon. Alors que si par exemple j'appuie sur le premier piston, l'air va passer par là, il va continuer. Au lieu de sortir directement par ici, il va passer par le premier piston et ensuite ressortir par le pavillon. Il va continuer son chemin. Donc les pistons, ça nous aide à varier les longueurs des tuyaux pour produire différents sons. C'est un peu pareil pour les trois en fait. C'est un peu le même fonctionnement. Et par exemple, il y a plusieurs combinaisons de tuyaux qui nous aident à faire plusieurs notes. Par exemple, on a le premier piston, on peut faire premier 3, 2, 3. Il y a plein de combinaisons pour différentes notes. Alors qu'avant, comme je vous disais, on n'avait pas tout ça. Donc, ce qui fait que le musicien devait changer d'instrument, etc. Donc, c'est un peu compliqué. Et pareil, maintenant, on va bouger sur un peu plus gros que la trompette. On a ce qu'on appelle le corps. C'est ce qu'on appelle le corps, le French horn. C'est un instrument assez peu connu. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas le corps quand on dit corps, ou bien quand ils voient l'instrument, ils disent oui, que c'est une grosse trompette, ou c'est la trompette qui tourne, ou on a tendance à ne pas connaître le nom de cet instrument. Alors que c'est un instrument qu'on entend vraiment souvent, quasiment dans tous les films. C'est un des instruments qui est le plus utilisé dans tout ce qui est musique de film, etc. Et pareil que pour la trompette, c'est un ensemble de tuyaux pareil. Sauf que là, c'est une beaucoup plus grosse longueur de tuyaux. On a environ, si je ne me trompe pas, si on met tous les bouts de tuyaux du corps côte à côte, on a environ 6 mètres de cuivre avec le corps. Et contrairement à la trompette aussi, vous allez voir, vous avez 2 rangées de coulisses. C'est ce qu'on appelle les coulisses. Et les coulisses nous permettent justement d'accorder l'instrument. Et comme je vous l'ai dit plus tôt, avec les combinaisons de pistons, ça nous permet de faire circuler l'air dans différentes coulisses pour justement changer la longueur du tuyau. Et pour nous permettre de faire un son différent. Et contrairement à la trompette, comme vous allez voir, on a de plus longs chemins. On a de longs chemins, on a des chemins un peu plus courts, parce que en fait, le corps, c'est pas forcément un mélange des deux, mais il nous permet d'aller dans les aigus, mais aussi dans les graves. Par exemple, je peux avoir une note assez aiguë, comme je peux aller dans les graves aussi. Donc du coup, c'est un instrument un peu plus versatile, on va dire, que la trompette et le tuba, vu qu'il peut s'adapter dans différents ranges, comme on dit. Ça, c'est pour le corps. Et pareil, c'est toujours le même principe que pour la trompette. Vous avez l'embouchure, vous avez les coulisses et le pavillon. C'est de là que vient le son. Et pourquoi le pavillon du corps est un peu plus large aussi? C'est pour tout ce qui est vibration, en fait. Quand on joue, les vibrations qu'on produit avec nos lèvres. Si par exemple, j'avais le même instrument, mais avec un tout petit pavillon, les notes graves ne seraient pas sorties parce que justement, ça ne permet pas d'extraire ce son beaucoup plus grave. Et vous allez voir aussi une différence au niveau des embouchures. Vous avez l'embouchure de la trompette qui est beaucoup plus petite et qui est pas profonde. Elle est vraiment petite. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit, vu que la trompette nous permet d'aller dans les aigus, du coup, pour tout ce qui est vibration, on a besoin que les vibrations que les lèvres vibrent, oui, mais pas de grosses vibrations, pas de grosses fréquences. Par exemple, du coup, ça nous permet d'aller vraiment haut. Alors que pour le corps, comme vous pouvez voir, l'embouchure est beaucoup plus profonde. Donc, profonde, oui, mais aussi assez petite pour qu'on puisse justement jouer entre les graves et les aigus, pour qu'on puisse aller un peu dans tous les ranges. Alors que pour le tuba, ça c'est un peu comme la contrebasse. Ça c'est le papa, on va dire le papa de la famille des cuivres. Exactement. On va dire que c'est le grand-père. Donc du coup, vu que ça va dans les graves,
on a besoin d'avoir plus de entre guillemets, battements dans les lèvres, donc on a besoin de plus d'espace aussi. Donc du coup, ça nous permet de faire ça dans cette embouchure-là, par exemple, ça va être beaucoup plus grave. Alors que dessus, je ne pourrais jamais faire quelque chose de pareil. Et pour revenir au corps, avant, dans le 16e, 17e à monter, c'était plus le corps de chasse qu'on appelle le corps de chasse. À l'époque, il n'y avait pas tout ce qui est piston, coulisses, etc. Et de base, ils utilisaient cet instrument pour aller à la chasse et ils le tenaient comme ça. Il n'y avait pas tous ces coulisses-là. Et justement, ils jouaient, ils tenaient le corps comme ça à cheval et ils partaient à cheval. D'où le corps de chasse. Mais après, avec le temps, c'est un peu comme pour la trompette aussi, ils ont ajouté les coulisses, les pistons pour nous faciliter aussi parce que, par exemple, comme je vous ai dit, différentes tonalités de morceaux, différents corps, donc c'est pas évident de changer d'instrument chaque fois. Donc du coup, ils ont tout regroupé dans un seul instrument. Mais malgré ça, vous avez aussi plusieurs types de corps. Vous avez des corps triples, des corps doubles. Par exemple, ça c'est un corps double avec 2 rangées. Vous avez des corps triples avec 3 rangées de tuyaux aussi. Donc ça c'est, comme je vous dis, ça c'est le corps. Maintenant, on va partir sur un peu plus gros, enfin beaucoup plus gros. Le tuba. Le tuba, c'est comme pour la contrebasse. Et comme je vous ai dit plus tôt aussi, vous avez vu que la longueur des tuyaux est beaucoup plus grande et beaucoup plus longue que pour le corps et la trompette, etc. Donc ce qui fait qu'on peut aller dans beaucoup plus grave. Et le pavillon est beaucoup plus gros que celui de la trompette et celui du corps. Donc du coup, c'est pour les fréquences, pour les notes, pour pouvoir aller sur des notes beaucoup plus graves, contrairement à ces 2 instruments qu'on a vus juste avant, qui ne nous permettent pas d'aller sur un range trop grave aussi. Le tuba, comme la contrebasse, lui produit un vraiment gros son. Et on peut descendre encore, hein, mais ça demande de bonnes lèvres, on va dire. Et par contre, pour les aigus, je ne pourrais pas faire les aigus que j'ai fait à la trompette dessus. Par exemple, même si j'essaie, ça va être un son timide, on va dire. Donc ça, c'est pas joli à entendre et c'est pas forcément faisable dessus. Donc c'est un peu ça la famille des cuivres. Et l'avantage des cuivres, un des avantages des cuivres, du moment que vous maîtrisez l'embouchure, vous pouvez vous mettre à n'importe quel cuivre. C'est que la technique qui va changer, peut-être la technique de l'embouchure aussi, mais du moment que vous maîtrisez l'embouchure, c'est bienvenue dans la famille des cuivres, on va dire. Et du coup, voilà un peu en gros sur les cuivres. On va continuer avec tout ce qui est percussion. C'est la section des bruitages. Bruitage, pourquoi? Parce qu'on fait du bruit, en quelque sorte. C'est de la homothérapie avec sûrement des instruments que vous connaissez. Avec, on va dire, celui-là, c'est les grelots. Vous voyez les effets qu'on peut produire avec, créer des émotions dans des musiques de film. On a l'instrument que vous connaissez, les maracas. Le principe est aussi simple, il y a les grains à l'intérieur, il faut les secouer dans le sens où on frappe à l'intérieur ou on le fait tourner. Dans le sens comme ça. Un son, et l'autre son. Maintenant avec 2. Les maracas. Les tambourins que vous connaissez, bien sûr. Le but, c'est toujours de secouer. Quand on fait des grands mouvements, ça devient de plus en plus sec le son. Des petits mouvements, le son devient de plus en plus long. Et on frappe aussi sur les mains. On peut faire trembler. Le tambourin. On a le shaker. Toujours shaker, voilà, toujours le même principe. Vu que celui-là, le shaker est très grand, on peut avoir des sons très longs. Ou aussi. Vous voyez le principe, c'est toujours parce que on va dire la même chose. Après, dans la même famille, on a celui-là, ça paraît bizarre, n'est-ce pas? L'instrument, ça c'est la version plastique. Okay? On appelle ça le cowbell. La cloche à vache. Le principe très simple.
Okay? On utilise ça généralement dans la musique latine. Il y a les salsa, bossa nova, des trucs comme ça, pour faire des claves en fait. Dans le sens où on produit un son, c'est ça. Deuxième son. L'instrument que voici s'appelle le hexaflûte. Bien sûr. On joue avec des maillotches. Celui-là, c'est en ion. Donc, le principe est très simple, c'est des lamelles en bois qu'on joue avec des maillotches qui résonnent à travers les tubes. Vous allez voir que les tubes sont longs et deviennent de plus en plus petits. C'est-à-dire pour avoir des sons graves avec les sons les plus petits. On va bouger les mélodies. Essayez. Ça se joue normalement minimum avec 2 maillotches et maximum avec 6 maillotches. Il y a 3 de chaque côté. Le but dedans, c'est d'arriver à avoir les 3 maillotches, bien sûr, ouais, et de bouger qu'un parmi les 3. Il n'est pas vraiment évident. Imaginez voir avec 6 maillotches et arriver à jouer comme ça. Ça y est, dans le but d'arriver à former des accords. C'est les bongos, très petits. C'est-à-dire, avec le principe un bois, il y a le fût qui est là, et les trous de résonance. Donc, le son est produit à travers le bois qui sort par le trou de résonance. Ça, c'est les bongos. Souvent, c'est mélangé avec le plus gros. Je vais voir si. Vous connaissez sûrement, ça vous dit quelque chose? Les congas, bien sûr. Vu que l'instrument est plus gros, le son est plus grave. Le bongo et les congas. Celui-là, le djembé, toujours avec le même principe, mais vous voyez que c'est la forme est différente. Pourquoi? Parce que pour arriver à produire les sons graves et les sons aigus presque en même temps. Les sons graves, c'est l'instrument du djembé, se trouve au milieu. Mais à la différence, les aigus se trouvent sur les bords. Quand on mélange les deux, ça nous donne. Avec la batterie, on peut faire des bruitages, des riffs, des solos.
Sur le plus grave sur la batterie, c'est la grosse caisse. On a lithium, grave, medium, tom aigu, la caisse claire. Maintenant, le Charleston. Pour la petite histoire, au départ, la batterie se jouait debout. Ok? Pourquoi? Parce qu'on a réuni la grosse caisse de l'orchestre, le tambour et la cymbale, bien sûr, pour jouer. Arrivé à un certain moment, ce qui s'est passé, on s'est dit que on a deux cymbales, si on pouvait les mettre l'un sur l'autre et avoir un son, parce que la cymbale a la particularité de résonner, bien sûr, mais imaginez un batteur qui veut avoir un son comme ça, il doit tenir la cymbale d'une main et puis mélanger avec les autres, c'est pas évident. Donc il a pu trouver une astuce pour les mettre avec une pédale, donc, qui fait que la cymbale, d'où le mot hi-hat. Ok? C'est-à-dire, du moment qu'on actionne la pédale, la cymbale arrête de résonner et produit un son très court, comme ceci. Maintenant avec les pieds, mais aussi le son très long. On peut poser des rips. La batterie. Instrument à effet que j'aime bien garder en dernier, c'est le chimes, C-H-I-M-E-S, qu'on produit, c'est-à-dire ce sont des cloches, boîtes et cloches, avec plusieurs sons, qu'on produit cet effet-là. Ça c'est le chimes. Maintenant avec tout le monde, on va jouer quelque chose pour vous.